Yorana, bienvenue. Merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. 5 heures. Il reste 5 heures au gouvernement pour éviter la grève générale. Syndicalistes et ministres négocient une 5e fois. Augmentation du SMIC, réforme de la gouvernance de la PSG, application de la loi sur la protection de l'emploi local. Natacha Silagi et Patrick Gagnon nous diront si les discussions sont en bonne voie. Le Black Friday, une opportunité pour les consommateurs et les commerçants. Ces derniers implorent toutefois le ciel pour que la grève ne pénalise pas leurs activités déjà lourdement impactées par le virus. Après de longues années d'attente, Papen'o et Tiaray disposent aujourd'hui d'une cale de mise à l'eau. Les pêcheurs valident, les rameurs aussi. Des enfants initiés au surf et ils ne seront peut-être pas les derniers. Le ministère de l'Éducation veut intégrer cette discipline dans les cours de PS pour que tous les élèves se réapproprient cette activité autrefois réservée à l'élite. Depuis 17 heures donc, les organisations syndicales et le pays tentent de trouver un terrain d'entente. Dernière rencontre ultime avant que le préavis de grève soit effectif. Hier soir, les deux parties semblaient peu satisfaites des avancées, jugées modestes par les représentants des salariés. Le protocole d'accord proposé par le gouvernement n'a cessé d'être ajusté depuis samedi dernier. Natacha Silagi, pouvons-nous espérer qu'un protocole de sortie de crise soit signé ce soir ? Alors, on peut toujours l'espérer, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas tellement en bonne voie, je dirais, puisque pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti, vous le savez. C'est la 5e session de discussion ici à la présidence. D'ailleurs, le président du pays, Édouard Fritsch, vient d'arriver. Pour l'instant, pas d'avancée significative, ni sur la réforme de la PSG et surtout sur sa gouvernance, ni sur l'augmentation du SMIC. Et pas non plus sur le fonds de solidarité pour venir en aide aux personnes qui ont perdu involontairement leur emploi. Vous savez que les syndicats réclament la mise en place d'une caisse de chômage qui est en discussion depuis presque 10 ans maintenant ici en Polynésie. Je suis juste à côté du secrétaire général de la CSTPFO qui mène les débats aux côtés d'autres syndicalistes, vous le savez. Patrick Gagnon, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est en bonne voie pour être signé ce soir ou s'il faut s'attendre à une grève générale demain ? Non, c'est pas réellement en bonne voie. Les 8 revendications que nous avons déposées, pour l'instant, il y en a une qui nous paraît avoir fait une avancée, c'est sur les concours qui n'ont pas été organisés depuis 2020 et nous ont proposé un calendrier. Et ce sont des concours qui datent de 2020. Donc c'est un rattrapage. On ne peut que se satisfaire quelque peu de ces mises en place de ces concours. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une avancée positive, je dirais, concernant l'augmentation du SMIC ? Le gouvernement propose 2%. Vous maintenez votre position, vous, pour 4%? Je l'ai déjà dit, entre 2014 et 2019, l'ensemble des agents publics du pays, l'ensemble ont eu leur salaire augmenté d'un peu plus de 2% entre 2014 et 2018. Le SMIC n'a pas été augmenté depuis 2014. Donc, s'ils nous accordent 2%, c'est simplement le rattrapage entre 2014 et 2019, uniquement pour le SMIC. Là, je parle de l'ensemble des salaires de l'administration. C'est quand même le petit SMICard qui a payé cette augmentation. Tant mieux pour les agents publics, c'est très bien, mais lorsqu'on demande une augmentation pour les plus bas salaires, on nous le refuse. Non, on ne peut pas accepter l'augmentation que de 2%. Concernant la réforme de la gouvernance de la PSG, elle est en haut de la liste de vos revendications. Où est-ce qu'on en est ? Vous estimez, vous, que le pays va trop s'immiscer, je dirais, dans cette gouvernance ? Vous voulez une gouvernance plus équilibrée et vous demandez 10 représentants syndicaux. Où est-ce qu'on en est au niveau de ces négociations-là, précisément ? Non, la CPS a toujours été d'une gestion paritaire. On nous dit qu'il faut diminuer le nombre de régimes. Il y avait 3 régimes. On diminue les régimes, mais au lieu de se retrouver en gestion paritaire, on se retrouve en gestion qui n'est plus paritaire.
Et là, nous ne pouvons pas accepter ce principe. Mais le gouvernement participe au financement de la PSG. Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'il participe aussi à la gouvernance du coup? Les partenaires sociaux participent à hauteur de 71%. Sur les 135 milliards de la PSG, près de 100 milliards sont payés par les partenaires sociaux. Alors que le pays rajoute 14 milliards par la TVA sociale qu'ils veulent mettre en place, ça va ne faire que un peu 65% que les partenaires sociaux mettront dans la caisse, et le reste, c'est le territoire. Mais le problème n'est pas là. Si le territoire a la main mise sur les prestations, sur les cotisations, demain, on augmente les cotisations, on n'a plus le droit de rien dire. Voilà le vrai problème. Vous avez peur que le gouvernement et le patronat se mettent ensemble? Or, le gouvernement est parfois de votre côté aussi, c'est-à-dire qu'il entend les syndicats. Du coup, les patronats pourraient se retrouver aussi seuls avec leurs 5 voix. Qu'est-ce que vous craignez en fait? Non, pas du tout, puisque au niveau du régime du RGS actuellement à la CPS, nous sommes 14 syndicats, représentants des syndicats, et 14 représentants du patronat, dont 4 en tant qu'employeurs du pays. Donc ça ne change pas. On ne demande pas de changer la gestion paritaire. Après que le gouvernement s'arrange avec les patrons pour en mettre 5 et 6, c'est leur problème, c'est leur 10. Et nous avons nos 10. Concernant le point sur la caisse de chômage, qui est vraiment un point important pour la Polynésie française, puisqu'on en parle depuis près de 10 ans maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le fonds de solidarité qui va aider les gens qui ont perdu leur emploi est suffisant avant de se mettre autour d'une table pour bien réfléchir à comment financer cette caisse de chômage? Alors, je vais revenir un petit peu à votre question précédente. Concernant la présidence de cette nouvelle organisation de la CPS, il faut savoir que la présidence devait être prise par le ministre lui-même et que ceux qui sont âgés de plus de 65 ans ne pourraient plus participer à ce conseil d'administration. Donc, un mot sur la caisse de chômage, Patrick Gagnon, s'il vous plaît, ça intéresse tout le monde ce soir. Nous, on serait écartés, c'est un détail, vous avez raison. J'avais parlé dernièrement à votre chaîne qu'au niveau des CAE, l'année dernière, on a dépensé 5 milliards. 2 tiers de ces CAE ont été au niveau des communes et des équipes et des établissements publics. 1 tiers ont été dans les sociétés privées. Sur ces 5 milliards, je pense que ce CAE, c'est de la précarité. Nous souhaitons avoir des emplois CDI, c'est-à-dire des vrais emplois. Concrètement, vous n'êtes pas prêt de signer ce soir, M. Gagnon? À l'état actuel des choses, non, mais peut-être que ça va évoluer. C'est mon souhait, en tous les cas, le plus cher, de pouvoir signer avant que, malheureusement, une grève se déclenche. Le pays est déjà dans la difficulté. Vous l'avez entendu, Patrick Gagnon dit qu'on n'est pas près d'une signature ce soir. Les discussions ne sont pas encore terminées. Les patrons nous disaient tout à l'heure que peu de personnes étaient concernées par cette grève et que la grève serait peut-être peu suivie demain. Il faudra attendre de voir concrètement, puisque les syndicats savent qu'ils peuvent bloquer à des endroits stratégiques. Même avec peu de personnes, ils savent très bien qu'ils peuvent bloquer le pays et ils font pression sur le gouvernement ce soir. Merci beaucoup, Natacha Szilagy, pour toutes ces informations de dernière minute. Une chose est sûre, cette grève touchera 14 secteurs d'activité. L'ombre de cette grève qui plane au-dessus des magasins du centre-ville et leurs gérants se rongent les ongles. Des commerçants qui sont déjà, pour certains, dans les soldes du Black Friday. Une partie d'entre eux compte sur l'événement de vendredi et samedi pour se refaire une santé après une perte de 30 à 40% de chiffre d'affaires à cause des confinements. Natacha Szilagy, Marcel Bonneau. Des savates tendances pour un Black Friday réussi. Les commerçants veulent conjurer le sort et faire de l'événement commercial une renaissance, malgré le fantôme de la grève. La situation est très difficile, très tendue.
Nous sommes en pleine période d'arrivage, il y a les fêtes qui se préparent et s'il devait y avoir un mouvement de grève, c'est sûr que nous serions très affectés par ce mouvement. 80% des commerçants jouent le jeu. Pas question de s'avouer vaincus. Ni la menace de grève, ni le Covid n'auront raison de leur motivation. Nous profitons de chaque événement, de chaque occasion, de pouvoir mettre en avant nos produits pour pouvoir aider les consommateurs à pouvoir reconsommer normalement et tranquillement ici en Polynésie. De 20 à 60% de réduction. Les commerçants n'hésitent pas à brader la marchandise pour attirer le client. 2 confinements plus tard et après que certains de leurs collègues ont mis la clé sous la porte, le Black Friday est une opportunité, même si les responsables de magasins sont résignés. Je pense qu'au point où on en est, de toute façon, grève, pas grève, Covid, 3e vague, 5e vague, je pense que les commerçants, les salariés, les employeurs sont défaitistes et n'ont pas le choix. De toute façon, moi je pense que maintenant ce qui prime, c'est la résilience. Même chose ici où les articles sont 20% moins chers. Le préavis de grève angoisse. J'espère que dans un premier temps, la grève qui est en train de s'installer ne viendra pas perturber le week-end commercial qui s'annonce assez fort et que les Polynésiens attendent généralement chaque année. Et que vous aussi vous attendez, commerçants? Oui, tout à fait, complètement, puisqu'on a mis tout en œuvre pour pouvoir être prêt. Donc c'est vrai que ça serait un peu négatif. 40% de baisse de chiffre d'affaires depuis le début de la crise. Ça vaut bien un Black Friday gagnant-gagnant. Et face au regain de violence qui frappe la Guadeloupe, l'exécutif hausse le ton. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'envoi de plus de 200 membres de forces de l'ordre sur l'île, dont 50 du GIGN. Depuis une semaine, des heurts éclatent entre des manifestants et des représentants de la loi. Dans les rues et sur les routes, des barricades sont érigées et des incendies sont allumés malgré l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 5h. Sur l'île, seulement 39% des habitants ont reçu au moins une injection du vaccin. À noter qu'en Martinique également, une grève générale a débuté hier à l'appel de 17 syndicats pour défendre la fin de l'obligation vaccinale, la hausse des salaires et la baisse du prix du carburant et du gaz. Dans la nuit, une patrouille de police et les pompiers ont essuyé des tirs d'armes à feu. La famille Richemont revendique la terre des Rehia à Outumauru. Depuis 8 mois, une dizaine de personnes se sont installées sur les lieux sous des abris de fortune. Ce matin, elles ont été sommées de libérer le site par un huissier de justice soutenu par une 50aine de gendarmes et policiers. La famille estime que le tribunal foncier n'a pas encore tranché. Elle a donc le droit d'investir cet endroit. Après des heures de négociation, les occupants ont libéré les lieux dans le calme. C'est un rêve de 30 ans qui se concrétise pour les pêcheurs de Papineau et de Tiaray. Une cale de mise à l'eau pour descendre leurs bateaux dans leur propre commune est désormais en place. Avec elle, la promesse d'une économie de carburant, car auparavant, ils étaient obligés de se rendre à Mahina pour pouvoir aller pêcher. Les détails avec Caroline Fari et Rowan Potoru. 30 ans que Clary Teahe vient de Papineau pêcher ici à Mahina. Comme la 50aine de professionnels de son association, il attend impatiemment de pouvoir pratiquer son activité dans sa commune. Mahina, avec la proximité de Aroué, qui regroupe beaucoup de pêcheurs occasionnels comme professionnels, c'est vrai que les spots de pêche sur Mahina, commence à être épuisé. À Papineau, où nous le retrouvons un peu plus tard, c'est le grand jour. La nouvelle cale de mise à l'eau est inaugurée. Les pêcheurs locaux vont pouvoir faire des économies de carburant, d'énergie et pratiquer en toute sécurité dans une zone bien poissonneuse. Moi, j'habite vers Tiaray et je descends mon bateau par-dessus le récif. Aujourd'hui, peut-être demain, je vais descendre par là. En toute sécurité, je pense. Avant, on faisait que d'ici vers Mahina. Et c'est là qu'on vient pour venir pêcher. Et l'endroit qui est mieux pour pêcher, c'est cet endroit devant nous.
Seul bémol, plusieurs aménagements sont encore programmés pour que l'ouvrage soit totalement aux normes. Mais le maire Henri Flore se réjouit de cette bouffée d'oxygène bienvenue pour sa commune. Il n'y a pas que les pêcheurs, c'est toutes les différentes associations artisanales, l'agriculture, la pêche et autres. Donc c'est un vrai poumon pour votre Voilà, c'est un vrai poumon économique, et même pour le CJA aussi. Finalement, il manque un ponton, il manque des bites d'amarrage. La largeur, je ne sais pas si c'est réglementaire du chenal, mais tout ça, ça a été demandé et ça va être réalisé en début d'année prochaine. Les pêcheurs pourront malgré tout profiter dès à présent de cette mise à l'eau qui sera également utile aux piroguiers. Et une enveloppe de 137 millions de francs pacifiques a été allouée pour ce projet financé par le pays. Vous le savez, France Télévisions fête les langues régionales cette semaine. Hier, nous vous présentions les nouveaux cours de tahitien au conservatoire. Ce soir, nous abordons la question du tahitien en politique. Faut-il absolument parler tahitien pour percer en politique? Comment se passe l'apprentissage dans les différents partis? Éléments de réponse avec Cybèle Plichard et Jérôme Lee. Lorsqu'elle est entrée en politique, Virginie Bruand a intensifié ses cours de tahitien. Une démarche personnelle. Personne ne lui a imposé de devenir bilingue. Mais après 5 ans de cours privés, il reste toujours un cap à franchir. Dehors, c'est plus dur pour moi. En public, c'est plus dur. J'ai toujours peur de mal prononcer un mot et que du coup, ma phrase, elle ne veut plus du tout dire la même chose. Ça m'est déjà arrivé ou des gens qui se moquent aussi. Au début, j'étais un peu plus insouciante avant d'être en politique et quand j'essayais de parler, t'as toujours, c'est un petit peu l'âme moqueuse qui est pas méchante en fait parce qu'il n'y a pas de malveillance, mais du coup, ça peut bloquer un peu. Ce serait quoi la différence si tu réfléchis comme un tahitien ? Appréhender les concepts de la langue, mais aussi prononcer correctement chaque mot avec ses glottales et ses lettres allongées. L'apprentissage du tahitien demande des efforts. J'ai eu des personnes qui ont appris le tahitien en 5 heures et qui ont fini totalement bilingues. J'en ai certains au bout de 50 heures qui n'arrivaient toujours pas à donner la date en tahitien. Je pense que c'est une question d'investissement, mais dire que c'est difficile, je ne pense pas. Je pense que la plus grosse difficulté quand on veut apprendre le tahitien, c'est de trouver la motivation. Une motivation décuplée face aux attentes des grands appareils politiques comme l'historique Tahoira Huiratira. L'école Floss imposait un apprentissage rapide et efficace du tahitien pour plus d'impact dans les réunions publiques. Et pourtant, même le vieux lion, originaire de Mangareva, avait dû passer par l'enseignement, aidé par son mentor Nedo Salmon. Lorsque j'ai commencé au Tahoira Huiratira, je parlais à peine tahitien et c'est lui qui nous a enseigné le tahitien et qui petit à petit, je me rappelle dans les réunions publiques, m'autorisait à prendre la parole et je devais uniquement saluer l'auditoire. Yorana, c'était ma seule partie, c'est tout. Et je tremblais de tout mon corps. Dépasser ses peurs pour atteindre peut-être un jour les sommets de l'éloquence. Pour ce candidat aux législatives, le bilinguisme n'est qu'une étape d'un parcours politique forcément semé d'embûches. Je ne vais pas citer de nom, mais effectivement, moi je me rappelle de certaines personnalités politiques qui se sont exprimées et qui ont fourché un petit peu, et donc du coup ça a causé la moquerie générale, et donc qui n'ont plus osé. C'est dommage, il faut oser, que l'on soit indépendantiste, autonomiste, il faut oser parler nos langues, même si on se trompe un petit peu, même si on rigole de nous, il faut y aller. Contrairement aux idées reçues, même les représentants du parti indépendantiste n'hésitent pas à se perfectionner. Dans cette formation proposée à l'Assemblée, les couleurs politiques s'effacent au bénéfice de la langue tahitienne. Les éleveurs de chèvres de Ouapao pourront bientôt disposer d'un établissement de traitement du gibier. Le projet initié en 2018 arrive presque à son terme. Une structure qui permettra d'identifier la viande pour assurer la traçabilité, connaître l'éleveur, son mode d'élevage et bien encore. Le but est aussi de développer la filière aux marquises et donc de pouvoir commercialiser ce produit en répondant aux exigences sanitaires. Mais en attendant, ce sont des chambres froides qui conserveront les carcasses de viande sur le quai avant qu'elles soient embarquées sur les navires à destination de Papeete. On écoute ces réactions recueillies sur place par Lionel Tehamwana. Il faut former d'abord, avant
avant d'aller vendre nos chèvres de dehors, parce qu'on sait déjà aussi à Montréal, il y a des chèvres qui sont parties d'ici à Ouappo, il y a des balles de cartouches dedans. Et c'est pas bon. C'est pas ça le but des choses. Nous proposons dès aujourd'hui ces 3 containers frigo, négatifs et positifs, pour accompagner tout d'abord les éleveurs qui vont expédier leur viande de chèvre à Tahiti sur les marchés de commercialisation avec un contrôle. Et la viande qui sera contrôlée pourra aller dans les restaurants. C'est une grande première. Et des structures similaires seront aussi installées dans les autres îles des Marquises dans les années à venir. Les enfants des lotissements Hauts-de-Vallon à la Mission disposent aujourd'hui de leur propre aire de jeu, 300 mètres carrés d'infrastructure pour satisfaire le plaisir des tout-petits, balançoires, tourniquets, modules de street workout aussi pour les adolescents, financés à 100% par le pays pour améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des habitants de la résidence. Jacqueline Toutourou-Ey, la présidente de l'association des locataires des Hauts-de-Vallon, nous en dit plus au micro de Rohan Potorou. Et c'est important parce que moi je vois, parce que je vis sur ce site-là, je vois les enfants de notre résidence qui jouent dans le parking, donc c'est pas évident parce qu'il y a des va-et-vient des voitures, j'ai toujours peur d'avoir des accidents pour nos enfants. Voilà, c'est ça. Et puis d'avoir ce privilège enfin de ce projet de nous mettre un aire de jeu pour nos enfants, c'est une joie. Cette aire de jeu a coûté 12 millions de francs pacifiques. L'école catholique de Saint-Hilaire a été récompensée pour ses efforts consentis en matière de tri sélectif. 40 établissements scolaires ont participé à ce concours l'an dernier, une première pour cette école de FAA. Et pour motiver les élèves, il a donc fallu monter un projet pédagogique et le résultat est plutôt satisfaisant. Hiro Terorotua a recueilli ses réactions pour nous écouter. En fait, nous ramasser des déchets de l'école. Aussi, nous disons aux élèves de ne pas jeter les déchets. Et aussi, nous disons qu'il faut les trier. On s'est donné à fond aussi. Donc, on a installé de nouvelles poubelles, on a eu un composteur, on a éduqué nos élèves à la sensibilisation du tri des déchets. On a mis en place des bornes pour récupérer nos bouteilles en plastique. Et à chaque récréation, nous avions des élèves éco-délégués qui passaient pour ramasser un petit peu les déchets qui traînaient et pour enseigner à leurs camarades à mettre dans les bonnes poubelles. Le surf bientôt intégré dans les cours de PS, oui, si l'expérimentation est validée. Et c'est aux élèves de l'école primaire Taïmoana que revient l'honneur de tester cette discipline qui est aujourd'hui olympique. On voit cela avec Kaline Yenar et Hiro Terorotua. Allez, enlève le fesses, pied arrière, pied avant. Apprendre le surf avec un pro de la discipline comme Steven Pearson, cela ressemble à un cadeau de Noël avant l'heure pour ses enfants. Sur la plage, on s'exerce aux 3 étapes pour prendre une vague, la position sur la planche, ramer, puis se lever. Et surtout, on rappelle les règles de sécurité. Faut pas plonger la tête la première et on prend pas la vague quand il y a quelqu'un devant. La session de surf est en réalité un cours d'EPS. Le professeur filme les élèves pour corriger leurs erreurs techniques. Et cette théorie, ça se passe le mercredi à l'école Taïmoana de Papeete. Il se voit, surfer, c'est plutôt intéressant. Des fois, il rigole et tout. Mais voilà, on peut bien travailler l'aspect technique. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'après avoir visionné toutes ces images-là, on va en salle, dans une salle de sport. Et on travaille sur des tapis, le redressement, la position. Et on fait même un peu de physique. Les 27 élèves sont répartis en 3 groupes. Sur le sable, c'est atelier sensibilisation au ramassage des déchets, mais aussi initiation au land art, la création d'œuvres éphémères à partir de ce qu'on trouve sur la plage. Tous ces enfants sont issus de quartiers prioritaires. C'est super pour eux parce que c'est une activité qui n'est pas forcément accessible pour eux. Et du coup, ils ont pris confiance en eux parce qu'en fait, ils ont pu tous se lever, donc tout gabarit confondu, et qu'ils soient nageurs ou non nageurs. Donc ça leur donne vraiment un bon coup de pouce dans la confiance en eux et dans leur estime de soi. Ce projet scolaire s'inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques, un engagement du ministère de l'Éducation et de la DG2E. La classe a obtenu le label Génération 2024. Prochaine étape pour les surfeurs en herbe en mars, avec la visite de Te Ahupu'o à la rencontre de la vague mythique.
le stage se poursuit jusqu'à jeudi. Et demain, sachez que l'invité café sera Yvonique Raffin. Mais avant, voici le rappel de l'information principale. La grève pourrait bien avoir lieu demain. Les discussions n'ont toujours pas abouti. Malgré 5 jours, aucune avancée significative. Le gouvernement n'arrive pas à satisfaire les demandes des syndicalistes, 8 au total. L'augmentation du SMIC, par exemple, le pays accepte une augmentation de 2% quand les organisations syndicales en demandent 5. La grève, qui je le rappelle, touchera 14 secteurs d'activité des services du pays et de l'État. Nous verrons donc demain si elle sera suivie ou pas. Et je le disais, demain, Yvonique Raffin sera l'invité café de la matinale radio, le ministre de l'économie et des finances, qui a été au cœur des négociations afin d'éviter ou pas la grève générale illimitée. À suivre sur la première 2 épisodes de la série SWAT, puis un téléfilm dramatique qui raconte l'histoire d'un enfant ballotté de famille d'accueil en foyer, l'enfant à 2 personnes. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.